Ban Ki-moon dans la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU s'est dit effrayé par l'ampleur des destructions. Il s'est ensuite rendu dans le sud d'Israël, là où les habitants vivent sous la menace des roquettes et des tunnels. Les combats se déroulent désormais dans le centre de Kobané en Syrie, où l'État islamique continue de progresser. L'armée turque, elle, s'en est pris aujourd'hui aux positions des Kurdes du PKK dans le sud de la Turquie. Des milliers de chrétiens évangélistes dans les rues de Jérusalem aujourd'hui. Ils fêtent les tabernacles en même temps que la fête juive de Soukhot et apportent leur soutien à Israël. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. On va donc s'intéresser pour commencer à cette visite pleine de symboles de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, dans la bande de Gaza aujourd'hui. Mais il n'est pas allé seulement rendre visite aux Gazaouis et aux habitants de la bande de Gaza victimes des bombardements lors de l'opération Bordure Protectrice. Il s'est ensuite arrêté dans les localités du sud d'Israël, victimes des bombardements, des tirs de roquettes et sous la cible des tunnels terroristes creusés par le Hamas. On en parlera dans un instant. On ira rejoindre d'ailleurs très rapidement notre envoyé spécial Léa Berdugo qui se trouve justement à la frontière entre Gaza et Israël et qui a suivi donc cette journée en compagnie de Tal Shalev et de Mohamed Magadli. Et puis j'accueille dans ce studio également Daniel Sheikh, bonsoir, ambassadeur d'Israël, Olivier Rafovitch, bonsoir, colonel de réserve dans l'armée israélienne. On va donc évoquer tous les sujets évidemment liés à cette visite de Ban Ki-moon et également les problèmes soulevés par la reconnaissance de l'État palestinien par les Britanniques hier, mais également aujourd'hui l'intention affichée par la France d'en faire autant à plus ou moins longue échéance. We need to send them a message. We need to give them encouragement that it is the path of peace and cooperation. We do not have a Palestinian government. There are actually two governments. Palestine itself is split. This is not a criticism. It is simply a factual description which normally would be a precondition. The eyes to the right, 274. The nose to the left, 12. So the eyes have it. This is a great opportunity to unite the West Bank and Gaza under one Palestinian leadership. نحن ندعو من هذا اللقاء الوطني إلى استكمال ملفات المصالحة. I believe that unilateral steps by the Palestinians at the United Nations will not advance peace. I think they'll do the very opposite. Alors on va donc commencer par retracer l'itinéraire du secrétaire général de l'ONU aujourd'hui. Bande de Gaza et localité du sud d'Israël, frontalière justement avec Gaza. On va retrouver sur place à la frontière donc entre Israël et Gaza Léa Berdugo, notre envoyée spéciale. Léa, bonsoir, vous avez suivi cette visite et donc Ban Ki-moon qui a d'abord été dans la bande de Gaza. Oui, bonsoir Jean-Charles. Ban Ki-moon qui s'est déclaré effrayé par la situation à Gaza. Il dit qu'il ne s'attendait pas à avoir de telles destructions au sein de l'enclave palestinienne. Il a ainsi dit que la situation était bien pire que lors de la guerre en 2009 puisqu'il avait pu visiter à ce moment-là le territoire palestinien. Il a également rappelé la nécessité que la situation à Gaza soit meilleure parce que dans le cas contraire, les affrontements se poursuivraient. Il a également salué l'existence d'un gouvernement d'unité palestinien, puisque dans ce sens, il n'existe qu'un leadership avec lequel discuter, dans le sens où la Cisjordanie et la bande de Gaza pourraient parler d'une même voix en vue de futures négociations. Alors, ce qui était peut-être moins attendu dans cette visite, c'est ce qui s'est passé après, Léa Berdugo, c'est-à-dire que Ban Ki-moon a ensuite rendu visite aux habitants des localités frontalières de Gaza côté israélien.
Oui, exactement. Après de vifs mots contre le gouvernement israélien ces derniers jours et ces dernières semaines, et même au moment de la guerre entre le Hamas et l'armée israélienne, eh bien, Ban Ki-moon s'est rendu dans les localités du sud du pays où il a tenu à exprimer sa solidarité envers les habitants du sud. Il a également visité les tunnels du Hamas. Il a dit être extrêmement choqué par ces tunnels, mais également avoir été choqué par les tirs de missiles au cours de la guerre sur toutes les villes du sud et également les kibboutz à la frontière là où il résidait. Il a également visité le kibboutz de Nirim, donc non loin de la frontière avec la bande de Gaza où nous étions. Il a rencontré quelques habitants de ce kibboutz. Il a également rencontré des parents de Daniel Traegerman, cet enfant de 4 ans qui a été tué au cours de la guerre. Il a rencontré donc les grands-parents et la tante. Il a exprimé sa solidarité envers eux. Alors, du côté de l'ambiance qui résidait dans le kibboutz et des pensées des habitants, eh bien, c'était assez mitigé. Les sentiments étaient assez mitigés. Pour certains, eh bien, ils ne croient pas Ban Ki-moon, ils ne croient pas les Nations Unies, justement, au vu des paroles très dures qui avaient été prononcées contre le gouvernement israélien et contre l'armée israélienne. Il avait condamné plusieurs bombardements, notamment près des écoles de l'ONU et des centres des réfugiés palestiniens. Il avait dit que c'était des actes criminels. Eh bien, pour certains habitants du Sud, Ban Ki-moon n'était pas le bienvenu aujourd'hui. En revanche, pour d'autres, eh bien, c'est le seul à apporter une initiative et à apporter une proposition pour la paix, puisqu'il remplit un espace qui est laissé vide par le gouvernement israélien, qui ne se soucie pas des habitants du Sud, pour certains. Merci Léa Berdugou. On verra tout à l'heure votre reportage justement et les images de cette visite de Ban Ki-moon. Mais tout d'abord, donc avec vous, Daniel Sheikh et Olivier Rafovitch, c'est vrai qu'on n'attend pas de concret d'une telle visite, mais est-ce qu'il y a des symboles que vous retenez aujourd'hui ou pas dans ce qu'a fait le secrétaire général de l'ONU, Olivier Rafovitch ? D'abord, il y a des choses incroyables qui se passent au Moyen-Orient. D'abord, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des Kurdes qui se font massacrer. Alors nous parlons à Kobané, donc au nord de la Syrie. L'ONU est inexistante. Il y a eu plus de 50 observateurs de l'ONU qui ont été kidnappés à la frontière israélo-syrienne par des islamistes qui sont donc en place contre le régime de Bachar al-Assad sur le Golan, du côté des Syriens. L'ONU a payé 25 millions de dollars via le Qatar à ces mêmes islamistes. Maintenant, nous avons ici un personnage important qui est M. Ban Ki-moon, qui est effrayé en voyant ce qui se passe à Gaza, qui est surpris en voyant ce qui se passe dans les tunnels. L'ONU est-elle totalement aveugle ? Est-ce que l'ONU est incapable de voir ce qui s'est passé avant ? Il faut qu'ils viennent pour voir, pour comprendre ce qui se passe. L'inquiétude pour moi, c'est que l'ONU, que ce soit à Gaza, que ce soit à Jérusalem, que ce soit au Golan, dans le Moyen-Orient, est aujourd'hui d'une naïveté, je dirais presque criminelle. On ne peut pas compter sur l'ONU. On a voulu compter sur l'ONU après la Seconde Guerre du Liban 2. Il y a une force de l'ONU importante là-bas. Le Hezbollah est à la frontière, malgré donc cette force de l'ONU, qui n'empêche absolument rien. Maintenant, l'ONU, grâce à des initiatives multiples, va donc donner 5,4 milliards de dollars aux Palestiniens de la bande de Gaza, qui est encore sous l'autorité du Hamas, même si le Hamas est aujourd'hui allié à l'autorité palestinienne. Et en fait, cet argent va aller de manière naturelle, logique, au mécanisme du Hamas. Ces mêmes tunnels qu'il a vus aujourd'hui, il pourrait peut-être les revoir dans 3-4 ans ou dans 2 ans, aménagés avec des aires de repos pour les terroristes. Je dis que l'ONU aujourd'hui ne peut pas, ne joue pas le rôle qu'elle doit avoir. Et cette visite est une visite de critique, une visite qui se veut équilibrée, entre guillemets, mais qui n'apporte absolument rien à la solution qui est la paix entre Israéliens et Palestiniens. L'argent qui va être ici injecté est un argent important qui va être injecté dans un mécanisme qui n'est pas du tout un mécanisme de paix, mais qui va continuer malheureusement à être un mécanisme de guerre. Et je laisse la parole à mon ami. Sheikh, vous êtes d'accord, vous partagez ce point de vue sur la visite de Ban Ki-moon ? J'ai tendance à être un peu moins radical et sévère dans mes paroles. D'abord, je ne vois pas en quoi Israël compte sur les Nations Unies, ou la région compte. On n'a jamais compté sur les Nations Unies et ça n'a pas changé, donc ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas l'ONU qui va faire la paix ici. Ce n'est pas l'ONU qui va faire la guerre ici.
l'argent collecté, ce n'est pas de l'argent de l'ONU. C'est de l'argent... Avec l'ONU. Avec l'ONU, mais c'est de l'argent d'un groupe de pays, comprenant d'ailleurs le plus grand allié de l'État d'Israël, les États-Unis, qui vont donner des centaines de millions de dollars pour la reconstruction de Gaza. Je n'y vois pas personnellement un inconvénient si un mécanisme est assuré pour que cet argent serve effectivement à la reconstruction civile de Gaza. Et que Ban Ki-moon vienne et constate que la destruction est grande, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est bien fait pour vous, vous avez voté Hamas, donc c'est bien fait pour vous. C'est quand même le représentant des Nations Unies. Oui, alors, non, pardon, allez-y, je termine ma pensée. Je vous en prie. C'est comme ça que quand on est, vous savez, les Nations Unies et Israël, ce n'est pas une histoire d'amour depuis toujours. Ce n'est pas prêt à changer. Mais il faut dire aussi que Ban Ki-moon n'est pas le pire des secrétaires généraux que Israël a vécu aux Nations Unies. Et je ne vois pas un intérêt particulier pour Israël de le dessiner comme le plus grand ennemi de la paix, de l'État d'Israël. Cela dit, il faut être réaliste. Comme j'ai dit au tout début, ce n'est pas l'ONU qui va changer les choses ici. Il fait son travail, il le fait tant bien que mal. Ce n'est pas ma position, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord entièrement avec Olivier Rafovitch que les Nations Unies auraient pu mieux faire dans d'autres régions dans le Proche-Orient et ailleurs. Mais ce ne sont pas mes problèmes. Mes problèmes sont ici, ils sont à Gaza, ils sont à Sderot, ils sont à Tel Aviv. C'est ça qui me concerne. S'il peut aider dans cette région, tant mieux. S'il ne peut pas aider, c'est tant pis, on va se débrouiller autrement. Alors on verra justement les solutions politiques dans un instant. Mais aujourd'hui, donc avec la venue de Ban Ki-moon, Israël a autorisé l'arrivée d'un premier camion de ciment qui doit servir, ce ciment, à la reconstruction de Gaza. Est-ce que là, vous avez l'impression que toutes les garanties sont là aujourd'hui sur l'utilisation qui va être faite de ce ciment? Il y avait déjà des garanties auparavant qui ont été, qui ont été outrepassées par le Hamas ou par d'autres groupes islamistes intégristes. Le problème je voudrais aussi, comme nous tous, nous voudrions la paix, nous voudrions le bonheur pour nous tous, Israéliens, Palestiniens, Arabes, du monde entier, dans un grand paradis terrestre. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a une montée terrible de l'islamisme intégriste. Il y a des dangers aux frontières d'Israël. Il y a maintenant un focus, une loupe sur la bande de Gaza qu'on veut absolument reconstruire. Donc, encore une fois, avec l'ONU, mais également les Américains et d'autres grandes nations, ils vont injecter, et le Qatar, 5,4 milliards de dollars. On cherche de l'argent pour l'Ebola. Il n'y a pas l'argent qu'il faut pour l'Ebola. Donc, quelque part, quand on est un Palestinien, lorsqu'on est même un membre du Hamas, lorsqu'on fait la guerre à Israël, lorsqu'on tue des enfants israéliens, lorsqu'on bombarde Israël, on est presque sûr d'avoir en échange, très rapidement, sans encore l'accord final avec Israël, de paix, puisqu'on attend cet accord également, négocié, on est prêt et presque sûr d'avoir une reconstruction, une nouvelle bande de Gaza. C'est quelque part aussi pratiquement un bon résultat pour le Hamas. Le Hamas, aujourd'hui, sort gagnant de cette histoire-là, avec effectivement des destructions dues à la guerre. Il faut savoir que le Hamas voulait également détruire le côté israélien, mais il y a, on s'occupe des Palestiniens parce qu'il y a Israël. Sans Israël, il n'y a aucun intérêt de l'ONU ni des nations de ce monde-là pour les Palestiniens. Sans Israël, il n'existe pas. Il n'intéresse personne. Et c'est ça, moi, qui me dérange en tant qu'Israélien. Je voudrais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un peu de temps qui se passe encore entre l'opération de cet été, cet échange grave entre le Hamas et Israël, pour que également les Palestiniens qui ont fait la guerre à Israël comprennent qu'il y a également un prix à payer lorsqu'on fait la guerre. La guerre n'a pas été voulue par Israël. La guerre a été imposée par Israël. Et quelque part que l'ONU, les Américains, les Français, les Britanniques fassent cette grande conférence. Je sais qu'il y a beaucoup de considérations politiques. Je sais que l'Égypte également aide et veut également aider. Mais le résultat est un résultat, je pense, dangereux dans une logique aujourd'hui où l'islamisme intégriste gagne du terrain et peut-être prendre l'exemple du Hamas en disant si on fait la guerre et qu'on attaque Israël et qu'en échange on est attaqué et qu'on a des destructions, eh bien l'ONU et les grandes nations viendront nous aider. Vous savez, d'abord, les Palestiniens ont payé un prix. On ne peut pas dire que les Palestiniens de Gaza n'ont pas payé un prix de la guerre. Oui, il y a un prix à la guerre. Il y a plusieurs milliers de morts. Je ne vois pas pourquoi la communauté internationale doit participer à continuer. Non, il n'y a pas d'accord de paix. Voilà. Bien sûr qu'il n'y a pas d'accord de paix. Mais ça ne veut pas dire que
des dizaines, des centaines de milliers de Palestiniens qui sont sans abri doivent maintenant... Combien de temps il faut attendre? Il faut les laisser sans abri 4 ans, 5 ans? Ça vaut combien une guerre contre Israël? Non, ça vaut le fait que le Hamas est responsable et que le Hamas doit payer le prix de la rue palestinienne. Je comprends. Si le Hamas aujourd'hui reçoit cet argent, ils vont dire merci au Hamas. C'est l'autorité palestinienne qui reçoit cet argent. Oui, mais je peux terminer une phrase? Oui. C'est quand même pas que des gens du Hamas qui sont restés sans abri. C'est pas que des familles de militants du Hamas qui ont vu leurs biens détruits. Donc, on ne peut pas parfaitement faire la part des choses. Mais pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a des garanties? Non, malheureusement, non. Et une des raisons pourquoi il n'y a pas de garantie, c'est que malgré une opportunité de faire revenir Mahmoud Abbas, prendre certaines responsabilités, si ce n'est dans la bande de Gaza, au moins sur les frontières et les passages, le gouvernement israélien a préféré continuer la même rengaine. Il n'y a pas de partenaire, il est pire que le Hamas, etc. Et aujourd'hui, il n'y a personne pour faire ce tri aux frontières, sauf Tzahal, évidemment, qui va faire ce qu'il peut, mais pas tout va rentrer du côté israélien. Il y aura énormément de cet argent qui va revenir à travers la frontière avec l'Égypte. L'Égypte qui, de toutes les façons, il faut le dire, par les temps qui courent, se trouve à peu près sur la même ligne qu'Israël concernant l'affaiblissement du Hamas. Juste un point. Allez-y. Je suis absolument pour aider à une reconstruction de la bande de Gaza et que les gens vivent mieux à Gaza. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le Hamas est toujours en train de parler de guerre ou de renouvellement de la violence avec Israël. Il parle d'échanger des prisonniers contre les corps de nos soldats toujours aux mains du Hamas. Il y a, si vous voulez, une rapidité de la communauté internationale de reconstruire Gaza avant même qu'on arrive à une solution où les gens auraient envie qu'il y ait un changement de situation politique. C'est un peu comme si le plan Marshall avait commencé avant que l'Allemagne de Hitler dise on a perdu la guerre. Pour l'instant, le Hamas dit il a gagné la guerre et quelque part, on reçoit le fruit de cette guerre. Et à mon avis, le danger pour Mahmoud Abbas et pour les modérés, justement, c'est ça mon inquiétude. C'est qu'eux, ils vont rester en dehors parce que le Hamas va jouer la carte du vainqueur et va dire c'est grâce à nous, le Hamas, et pas à Mahmoud Abbas, que maintenant 5,4 milliards de dollars vont être injectés dans la bande de Gaza via différents mécanismes, évidemment. Beaucoup d'argent va arriver dans les poches de dirigeants du Hamas et d'autres gens dans cet grand appareil un peu obscur, et je ne sais pas combien de maisons véritablement vont être reconstruites et combien véritablement d'hôpitaux, des vrais hôpitaux cette fois-ci, seront construits pour le bien-être des gens. C'est ça l'inquiétude. Et je crois que c'est ça le grand problème de cette situation qui nous paraît à nous un peu rocambolesque. Alors on va aborder dans un instant les aspects politiques également soulevés là depuis quelques jours et cette vague d'initiatives diplomatiques des Palestiniens pour une reconnaissance de leur État. Mais tout d'abord, on revient en image sur cette journée donc de Ban Ki-moon dans la bande de Gaza tout d'abord. Avec ce sujet de Maxime Pérez. Le convoi de Ban Ki-moon, quelques instants après avoir traversé le poste frontière d'Erez, entre Israël et la bande de Gaza. Les jeeps onusiennes sont escortés par la police du Hamas. Leur parcours se résume à un paysage de destruction. Les ruines du quartier de Sajaya, lourdement pilonnées par l'armée israélienne cet été. Je viens ici le cœur lourd. La destruction que j'ai vue en arrivant est au-delà de ce qu'on m'avait décrit. Ce sont des destructions beaucoup plus graves que ce que j'avais pu voir en 2009. Venu saluer les membres du gouvernement palestinien, Ban Ki-moon a évité ceux du Hamas, pourtant toujours maître de la bande de Gaza. Une visite éclair, avant tout symbolique, mais fort des 5,4 milliards de dollars promis au Caire par les donateurs internationaux, Ban Ki-moon a tenu à envoyer un message d'espoir. C'est ma 3e visite à Gaza. J'ai voulu venir en juillet dernier quand je me trouvais dans la région, mais je n'ai pas pu à cause de la violence continue. Je suis ici pour transmettre ma grande solidarité et soutien au peuple de Palestine. Temps fort de la journée, Ban Ki-moon s'est rendu à Jabalia, dans l'une des écoles de l'UNRWA touchées par des obus israéliens. L'établissement sert aujourd'hui de logement provisoire à des dizaines de familles palestiniennes. Il ne peut y avoir de paix au Moyen-Orient, pas de sécurité pour Israël, tant que la crise à Gaza s'éternise.
Au même moment, Israël a autorisé l'acheminement de 600 tonnes de ciment vers la bande de Gaza, une première depuis la fin des hostilités. Au total, 10 camions ont traversé ce mardi le point de passage de Kerem Shalom. À Gaza, la reconstruction est en marche. Alors on verra tout à l'heure les images de la suite donc de la visite de Ban Ki-moon, cette fois dans le sud d'Israël. Mais quand vous entendez Ban Ki-moon dire il faut aujourd'hui une solution politique parce que ça ne peut pas continuer comme ça, il ne peut pas y avoir ce blocus à Gaza, sinon il n'y aura jamais de paix entre Israël et les Palestiniens. Est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose qui va faire avancer ou pas le dossier, ou pas du tout? Ou est-ce que les Israéliens aujourd'hui n'entendent pas ce genre de message? Non. Non, ce sont des paroles qu'on attend de la bouche d'un secrétaire général des Nations Unies ou de n'importe quel visiteur, mais il n'y a pas de substance. C'est un vœu pieux que probablement tout le monde dans cette région partage, mais il ne vient pas avec quelque chose de concret, avec une nouvelle idée. D'ailleurs, je crois que les Nations Unies ont déjà compris, il n'est pas le premier secrétaire général à le faire, que ce n'est pas dans l'enceinte de cette organisation que la paix au Proche-Orient sera faite. Elle va être faite par les protagonistes sur place, avec la participation de certains acteurs internationaux, les États-Unis, certains pays de l'Union européenne peut-être, des pays de la région, je l'espère, mais sans doute pas dans l'enceinte du Conseil de sécurité des Nations Unies. Olivier Rafovitch, il y a, on le voit depuis hier avec le vote du Parlement britannique, même s'il n'est que symbolique, aujourd'hui la France dit, et c'est peut-être encore plus fort ce qu'a dit Laurent Fabius aujourd'hui, le ministre français, il y a un moment où si les négociations n'aboutissent pas, il faudra bien reconnaître l'État palestinien. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui les Européens en ont assez finalement de voir ce dossier s'enliser? Ça veut dire qu'il y a un leadership européen et américain faible. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des grands problèmes qui sont aujourd'hui insolvables pour eux, et donc ils se tournent vers le vieux problème israélo-palestinien. Il n'y a pas plus insolvable que celui-là, puisqu'il dure déjà depuis 45 ans. Il est solvable, il serait solvable à une condition. Si un côté ne voulait pas la destruction de l'autre. Je sais qu'il y a des modérés, des gens intelligents du côté palestinien, mais il y a aussi malheureusement une masse de gens qui ne comprennent pas qu'il faut également un État juif qui vit, pas une image et pas un livre, un vrai pays. Maintenant, il y a aujourd'hui une montée d'un radicalisme islamiste partout dans la région, aux portes d'Israël, aux portes de la Turquie, en Syrie et en Irak. Ce problème-là, il est gigantesque. Si on ne fait rien, d'ici quelques mois, il se peut que cette armée de l'État islamique, Daesh, soit composée d'1 million de membres, ou peut-être même plus. Maintenant, face à cela, il y a une incapacité de faire quelque chose, on se retourne vers l'État d'Israël, vers les Palestiniens, vers les pauvres Palestiniens, vers les méchants Israéliens, on retrouve vraiment les mêmes choses. Maintenant, le Parlement britannique, le Parlement français, d'autres parlements qui prendront des décisions dans une logique européenne classique seront toutes des décisions qui auront beaucoup de bruit au niveau médiatique, c'est le cas pour les Britanniques, aucun effet au niveau politique. Les seules possibilités de paix et de dialogue seront entre Palestiniens et Israéliens, même si la chose est difficile. Et M. Sheikh l'a dit, ça reste compliqué. Mais c'est la seule solution pour arriver à un règlement politique. Aucune pression, surtout pas d'une Europe, qui est biaisée face à Israël. Israël n'a pas confiance en cette Europe, même s'il y a des relations proches, culturelles, humaines entre l'Europe et Israël. Il n'y a pas de confiance avec les Européens. Donc il n'y aura pas de pression européenne acceptable du côté israélien. Par contre, ce radicalisme islamiste, et j'en parle parce que c'est un problème majeur qui prend de l'extension. Et on voit cette incapacité de régler les Kurdes, qui se font massacrer par milliers. J'ai appris aujourd'hui que des centaines de Kurdes ont eu la tête coupée à Kobani. Aujourd'hui. Et que si demain rien ne se fait, il y aura des milliers de Kurdes assassinés et des milliers de chrétiens d'Orient. Et là, on ne fait rien. Parce que c'est pas israélien, c'est pas palestinien, donc on s'en occupe pas. Je pense que c'est un problème qui doit être réglé aujourd'hui. Il n'y a pas dans la bande de Gaza, ni en Judée-Samarie ou en Cisjordanie, de massacre. Il y a un problème à régler politique. Je ferai simplement remarquer à nos téléspectateurs que dire que la communauté internationale ne fait rien est quand même factuellement faux, puisqu'il y a une coalition internationale qui comprend beaucoup de pays. Ouais, elle ne fait pas assez, non, en tout cas. Mais elle intervient militairement, c'est-à-dire on ne peut pas dire rien, on peut pas dire, on peut dire c'est pas assez, mais
Mais dire rien, c'est de la propagande qui ne vaut rien. Pour un Kurde qui meurt à Kobané, on ne fait rien. Et des milliers de Kurdes qui meurent, on ne fait rien. Mais c'est pas vrai qu'on ne fait rien. Il y avait une guerre et les Juifs mouraient. On ne va pas maintenant faire venir Auschwitz au Proche-Orient. On va faire parler de ça parce que lorsque le monde agit pas suffisamment, il y a des massacres. Et quand j'ai la parole, je préfère la garder comme je vous la laisse, poliment, quand vous l'avez. Excusez-moi. Dire qu'on ne fait rien, d'abord, c'est faux. Deuxièmement, le fait qu'il y ait des plus gros problèmes, qui sont sans aucun doute plus gros, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les moins gros, mais qui ont la longévité. Ça fait 45 ans, plus que ça. Toute la vie de l'État d'Israël est un conflit entre nous et les Palestiniens, entre nous et le monde arabe. Donc, ça mérite peut-être aussi une considération. Mais ce qui se passe en Europe, bien sûr que pour le moment, ça n'a aucun effet réel sur la vie, sur le terrain ici. Mais je ne sais pas, je ne me souviens plus si cette chaîne a déjà un an, bientôt, un peu plus. Ça fait un an que je ne cesse de répéter qu'en Europe, avec le vide diplomatique qui se fait ici, il y aura une érosion rampante de la position d'Israël face aux Européens, qui viendra simplement d'une frustration européenne de voir que rien ne se passe. Et donc, on prend des mesures contre des universités israéliennes, on menace Israël de mesures européennes contre des produits israéliens. Il y aura maintenant, c'est la nouvelle mode, ce seront des décisions parlementaires déclaratives, évidemment, qui n'ont aucun sens, qui n'ont même pas un effet sur leur propre gouvernement. Tout ça, ça va continuer. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça peut avoir soudain un effet boule de neige, où Israël va se retrouver isolé diplomatiquement, plus isolé qu'aujourd'hui, et dans une situation extrêmement difficile. Et donc effectivement avec ces votes, vous l'avez dit, donc du Parlement britannique, et donc peut-être la France à plus ou moins long terme. On en parlera tout à l'heure, hein. Ce sera d'ailleurs le thème du débat, les relations tumultueuses entre l'Europe, Israël et les Palestiniens. Ce sera le thème de notre débat dans une demi-heure. Merci en tout cas Daniel Sheikh, merci d'être venu. Merci à vous Olivier Rafovitch. On continue dans un instant et on s'intéressera justement à la situation à Kobané où les combats continuent, et notamment dans le centre cette fois de cette localité qui est toujours assiégée de très près par les djihadistes de l'État islamique. Et puis on reviendra également sur la visite de Ban Ki-moon, mais cette fois dans les localités du sud d'Israël, avec un reportage justement de Léa Berdugo sur cette visite, et notamment Ban Ki-moon dans un des tunnels terroristes mis à jour par l'armée israélienne. Merci à tous les deux. Le Grand Direct continue dans un instant avec la suite de l'actualité. Restez avec nous. Ban Ki-moon dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU est venu constater l'ampleur des destructions lors de l'opération Bordure protectrice, et il s'est ensuite rendu dans le sud d'Israël où les habitants vivent sous la menace des roquettes et des tunnels terroristes. Reportage à venir. Les combats se déroulent désormais dans le centre de Kobané en Syrie, où l'État islamique continue sa progression. L'armée turque, elle, s'en est pris aux positions des Kurdes du PKK aujourd'hui dans le sud de la Turquie. Des milliers de chrétiens évangélistes dans les rues de Jérusalem. Aujourd'hui, ils fêtent les tabernacles en même temps que la fête juive de Sukkot, et ils apportent leur soutien à Israël. Le président français François Hollande a lancé un appel aujourd'hui à toute la communauté internationale afin de sauver la ville de Kobané, toujours sur le point de tomber aux mains des djihadistes de l'État islamique. Ces derniers auraient même atteint le centre de cette localité syrienne. Et aux premières loges de ces combats, eh bien, la Turquie reste pourtant spectatrice. Au contraire, son aviation s'en est pris aujourd'hui aux positions kurdes du PKK dans le sud de la Turquie. Leslie Rezoug. Ankara n'hésite plus. L'aviation militaire turque a bombardé des positions des unités de protection du peuple, la branche armée du PKK, les indépendantistes kurdes dans le sud du pays, notamment dans le village de Daglika et la région voisine de Tunceli. Une offensive qui a pour but d'affaiblir le mouvement indépendantiste kurde, considéré comme un mouvement terroriste par la Turquie.
Et ces frappes pourraient dégrader encore un peu plus les relations entre Ankara et le PKK, en freinant le processus de paix engagé il y a 2 ans entre le pouvoir turc et les Kurdes. Des tensions qui font suite à l'attitude d'Ankara pour défendre Kobané. La Turquie refuse en effet de laisser passer les Kurdes qui voudraient combattre pour conserver le contrôle de la ville syrienne. Ankara a également posé son veto à toute intervention militaire pour lutter contre les djihadistes. En colère, des milliers de jeunes Kurdes sont descendus dans les rues de tout le pays la semaine dernière, provoquant des émeutes qui ont fait au moins 34 morts et des centaines de blessés. En cause, la peur de la Turquie de voir les forces kurdes se renforcer en Syrie, et Kobané s'impose alors comme une ville stratégique. Pour le PKK, elle est une porte ouverte au carrefour de la Syrie et de la Turquie. Et pour cette minorité, l'objectif à terme est en effet de parvenir à la création d'un Kurdistan autonome en Syrie. Une ville également essentielle pour les djihadistes de l'État islamique. La prise de Kobané leur permettrait en effet de se mouvoir librement d'ouest en est, alors qu'ils contrôlent déjà le tiers de la frontière nord avec la Turquie. Et sur ces images, les combats semblent plus intenses que jamais. Il semble que malgré les raids menés quotidiennement par les avions de la coalition, les djihadistes aient réussi à prendre le contrôle du centre de la ville kurde après des semaines de siège. Et la coalition annonce ce soir avoir mené 21 frappes aujourd'hui sur Kobané, alors que dans le même temps à Bagdad, un attentat suicide a tué un député chiite irakien, en faisant également beaucoup d'autres victimes. Attentat anti-américain à Riyad, en Arabie Saoudite, cet après-midi, où un homme a ouvert le feu sur 2 Américains dans une station-service. L'un des Américains a été tué, l'autre blessé. La police a réussi à arrêter le tueur, dont on ignore les motivations. Mais les victimes travaillaient toutes 2 pour le ministère américain de la Défense. La réaction d'Israël ne s'est pas fait attendre après le vote hier par le Parlement britannique d'une motion recommandant au gouvernement de reconnaître l'État palestinien. Motion adoptée par 274 voix contre 12 et saluée par les Palestiniens qui attendent maintenant une reconnaissance officielle de la part du gouvernement britannique. Joseph Emmanuel. 10 jours après la Suède, ce sont les députés britanniques qui ont appelé ce lundi leur gouvernement à reconnaître un État palestinien. Un vote purement symbolique auquel n'ont participé ni ministre ni secrétaire d'État, mais un vote scruté par la communauté internationale. 134 pays ont déjà reconnu la Palestine comme entité étatique et c'est un député travailliste qui décidait de poser la motion à laquelle se sont opposés une frange de députés pro-Israël. Ces Palestiniens qui ont suivi le chemin de la diplomatie et de la non-violence pendant plus de 20 ans n'ont que peu avancé. Nous devons leur envoyer un message. Nous devons les encourager en leur disant que c'est le chemin de la paix, de la coopération et non le recours à la force des armes qui mènera réellement à une paix durable et juste. Puissance mandataire depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la naissance de l'État hébreu en 1948, la Grande-Bretagne n'a jamais caché ce qu'elle considère comme une responsabilité historique et morale vis-à-vis de l'État arabe de Palestine. La récente guerre entre le Hamas et Israël avait fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, des manifestants très critiques du gouvernement Cameron, dont le traditionnel soutien à Israël s'est graduellement affaibli. Une reconnaissance même symbolique d'un État palestinien par la Grande-Bretagne pourrait inspirer d'autres États de l'Union européenne à s'engager dans la même voie. Nouveau tête-à-tête entre John Kerry et Sergei Lavrov. Les 2 chefs de diplomatie russes et américains se sont vus à Paris pendant plus de 3 heures pour parler de l'État islamique, mais surtout de l'Ukraine, alors que les combats ont fait au moins 15 morts ces dernières heures en Ukraine, malgré l'existence théorique d'un cessez-le-feu. 7 civils au moins figurent parmi ces victimes. Le virus Ebola est le richissime patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui annonce aujourd'hui avoir offert 25 millions de dollars pour aider à lutter contre cette maladie, alors qu'une nouvelle victime est décédée en Allemagne. Cette fois, il s'agit d'un employé de l'ONU rapatrié d'Afrique pour être soigné après avoir contracté le virus sur ce continent africain. Les pays européens, comme d'autres, essaient pendant ce temps de prendre des mesures efficaces pour contenir l'épidémie. Julia Ganancia. Ebola continue d'inquiéter l'Europe. En Allemagne, le Soudanais de 56 ans, arrivé la semaine passée à Leipzig en provenance du Libéria, est mort dans le courant de la nuit. 2 autres patients atteints par Ebola ont été traités en Allemagne. L'un d'eux a été guéri, l'autre reste hospitalisé. C'est un patient qui a été hospitalisé à la clinique Saint-Georges à Leipzig en Allemagne.
Il a été traité pour un cas sévère d'Ebola. Il est décédé hier des suites du syndrome de fièvre hémorragique. Toutes les mesures d'hygiène ont été prises au plus haut niveau pour protéger le personnel médical et l'environnement. En Espagne, après 15 jours de maladie, l'aide-soignante contaminée par le virus Ebola est dans un état stable. Les médecins qui la suivent se montrent prudemment optimistes. D'après les statistiques, c'est jusqu'au 13e, 14e jour que cette maladie présente la mortalité la plus élevée. Donc nous sommes, disons, dans un bon jour. Mais selon les patients, les complications peuvent se prolonger plus ou moins longtemps. La France s'inquiète aussi. Le président François Hollande s'est entretenu avec Barack Obama et a plaidé pour une mobilisation accrue, notamment de l'Union européenne. Paris serait sur le point d'instaurer des contrôles sanitaires à l'arrivée des vols directs en provenance de Conakry, la capitale de la Guinée. Les contrôles importants se situent au départ à l'embarquement, car c'est là que nous sommes absolument certains de pouvoir contrôler l'état de santé des personnes. Nous réfléchissons à l'éventualité d'un développement de contrôle à l'arrivée des vols directs de Conakry et simplement nous verrons si la situation appelle ce type de mesures. La propagation du virus et les efforts à mettre en œuvre pour y faire face étaient au centre d'une réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui à New York. Les ministres de la Santé de l'Union européenne doivent se réunir ce jeudi à Bruxelles pour discuter d'un renforcement des contrôles aux frontières et d'une meilleure coordination de la prévention. L'épidémie la plus grave depuis la découverte du virus en 1976 a fait plus de 4000 morts depuis le début de l'année. Et l'OMS affirme ce soir que l'épidémie va franchir un nouveau cap, sans doute à partir de décembre en Afrique, où l'on s'attend à traiter près de 10 000 cas d'Ebola chaque semaine. Des milliers de chrétiens évangélistes venus principalement des États-Unis ont défilé aujourd'hui dans les rues de Jérusalem. Il s'agit de la traditionnelle fête des tabernacles, l'occasion également pour ces chrétiens d'apporter leur soutien très marqué à Israël. Reportage de Tal Shalev avec Maël Benoliel. Alors que le monde semble perdre patience face à la politique du gouvernement israélien, voici un groupe qui apporte un soutien inconditionnel à Israël et qui ne cesse de grandir de jour en jour. Et ces chrétiens évangéliques sont venus à Jérusalem cette semaine chanter leur amour. Ce que nous faisons, notre obéissance à Dieu, notre Père, nous couvre de bénédictions. Se retrouver ici, dans cet endroit si merveilleux et ressentir sa présence, c'est tout simplement incroyable. Cette année, un nombre record de 5000 fidèles venus de plus de 80 pays sont venus célébrer la fête évangélique des tabernacles. Et ils ne se laissent pas décourager par le conflit récent à Gaza ou l'activité en cours dans les implantations. Bien au contraire, l'attachement de l'Église évangélique au peuple juif et au sionisme tire son origine d'une interprétation théologique de la Bible bien particulière. Pour les chrétiens évangéliques, le peuple juif est le peuple élu et son retour à la Terre Sainte est la réalisation de la promesse divine. Si vous êtes chrétien et vous ne saisissez pas l'importance d'Israël, alors vous devrez réexaminer votre chrétienté. Israël est au cœur de la foi chrétienne, à tel point que nous croyons que tout a commencé et que tout finira en Israël. Cela fait des années qu'ils agissent pour resserrer les liens avec Israël. Ils parcourent le pays en masse, soutiennent le gouvernement et s'opposent fermement à toute concession territoriale et à la division de Jérusalem. Ils apportent de plus un soutien financier aux institutions et aux établissements publics, à la fois en Israël et dans les implantations de Cisjordanie. Pour sa part, Israël reste étroitement en contact avec des députés et ministres étrangers pro-israéliens pour faire diffuser son message. Nous essayons de localiser le noyau des communautés sympathisantes pro-israéliennes. Ensuite, nous cherchons leurs représentants dans leurs parlements respectifs, afin qu'ils puissent être assurés de représenter un large public. Cette année aura été marquée par la persécution de chrétiens au Moyen-Orient. Le Congrès juif mondial s'est donc joint à l'Église évangélique dans une initiative commune. Ensemble, ils appellent la communauté internationale à dénoncer la détresse des communautés chrétiennes de la région.
Chaque année, ce sont 120 000 chrétiens qui sont tués et personne n'en parle. Et qu'est-ce que cela signifie? Nous devons nous dresser, juifs et chrétiens ensemble, nous devons nous exprimer d'une seule voix. Trop, c'est trop, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous, les juifs, savons ce qui se passe quand le monde reste silencieux. Nous tendons la main aux chrétiens en leur disant « Nous partageons les mêmes enjeux, nous partageons les mêmes croyances ». Et un garde-frontière israélien légèrement blessé par un engin explosif cet après-midi en Cisjordanie, près du tombeau de Rachel, vers Bethléem. L'engin a été lancé sur les militaires après que des incidents se soient produits un peu plus tôt dans l'après-midi. Un nouvel acte de vandalisme en Cisjordanie lié aux tensions entre juifs et musulmans. Une mosquée a été incendiée dans le petit village d'Akraba, situé près de Naplouse. Acte qualifié de terroriste par le président israélien Rivlin. L'inscription prix à payer a été retrouvée sur les murs de la mosquée comme à chacune de ses interventions nocturnes. Après s'être rendu dans la bande de Gaza, où il s'est dit effrayé par l'ampleur des destructions, on en parlait tout à l'heure, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est ensuite rendu dans les localités du sud d'Israël, touchées par les tirs de roquettes du Hamas. Une visite qui lui a permis de se rendre compte de l'enfer vécu au quotidien par ces Israéliens. C'est un reportage de Léa Berdugou. Ban Ki-moon au cœur des tunnels construits par le Hamas, image marquante de sa visite en Israël. Après s'être rendu au sein de la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU a exprimé son empathie aux habitants du sud du pays. J'ai été choqué et alarmé par ces tunnels qui ont été utilisés pour des infiltrations à des fins terroristes. J'ai aussi maintes fois condamné les attaques de roquettes du Hamas. Ban Ki-moon a rencontré les résidents du kibboutz de Nirim, l'un des plus affectés par les tirs de missiles au cours de la guerre. Le secrétaire général de l'ONU a tenu à rencontrer les proches de Daniel Treigerman, cet enfant de 4 ans tué par un tir de missile. Il leur a exprimé son soutien, mais pour son grand-père, ce ne sont que des mots. Il essaie de faire en sorte qu'Israël et le Hamas parviennent à s'entendre et qu'il n'est pas possible. Enfin, tout ça, c'est des paroles. Il n'y a rien à attendre. Pour sa tante, au contraire, il a délivré un message rassurant. Il nous a promis que l'argent qui allait être donné à Gaza sera utilisé pour des projets de développement, pour l'avenir des habitants de Gaza, et que cet argent ne sera pas utilisé pour des activités terroristes, pour la construction de tunnels, pour détruire et tuer la vie. Du côté des habitants, même si certains ne lui font pas confiance, d'autres ont salué l'initiative politique de Ban Ki-moon. Je suis content de voir l'ONU prendre ce type d'initiative, essayer d'avancer. Je pense que le gouvernement israélien aurait dû se bouger plus tôt, mais ils ne l'ont pas fait. Alors si quelqu'un les aide à aller de l'avant, c'est un bon point. Après des mots très durs envers le gouvernement israélien, c'est une visite consensuelle que Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a effectuée aujourd'hui. Le but étant de témoigner sa sympathie aux habitants du Sud qui ont souffert des combats. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette marche impressionnante de chrétiens évangélistes dans les rues de Jérusalem qui s'est terminée donc il y a quelques instants. On va retrouver sur place notre envoyé spécial Daniel Haïk qui est donc à Jérusalem, devant la mairie de Jérusalem. Bonsoir Daniel Haïk. Donc plusieurs milliers de chrétiens dans les rues de Jérusalem tout à l'heure. Oui, effectivement, Jean-Charles, devant la souka de la mairie de Jérusalem, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles a une double dimension, une dimension juive d'abord, mais aussi une dimension universelle, comme vous avez pu le voir à travers le reportage de Maël Benoliel et de Tal Shalev. Effectivement, plus de 5000 à 7000 chrétiens, amis d'Israël, qui sont venus aujourd'hui, pendant cette fête de Sukkot, venir apporter leur solidarité, leur soutien inconditionnel à
l'État d'Israël. Il faut savoir qu'il se réfère dans ce geste-là à une tradition qui remonte à l'époque du Temple de Jérusalem. À l'époque, eh bien, la tradition était que 70 représentants des 70 grandes nations de l'humanité viennent à Jérusalem pour apporter leurs offrandes au Dieu d'Israël et au royaume d'Israël. Et donc, quelque part, c'est une version modernisée de cette tradition bimillénaire qui s'est effectuée aujourd'hui à Jérusalem. Alors vous le disiez, ça coïncide donc avec la fête juive également de Sukkot, pour laquelle il y a également beaucoup de festivités ce soir. Oui, la fête juive de Sukkot est la fête des tabernacles, est une fête qui dure 7 jours et qui est très forte en symbole. C'est d'abord, avant tout, la fête de la joie après le grand pardon, le Yom Kippour qui s'est terminé il y a une dizaine de jours à peine. Eh bien, les Juifs font la fête et ils le font pas très loin d'ici aussi. Les rabbins ultra-orthodoxes ont l'habitude de passer leur soirée à danser dans les synagogues et dans les instituts talmudiques. C'est leur manière d'exprimer leur joie envers le Tout-Puissant. Et puis il y a une symbolique très forte, celle de la souka, celle de cette cabane qui est avant tout une souka de paix, une souka de shalom, dans laquelle l'ensemble des composantes de la société israélienne, l'ensemble des composantes du peuple juif se rassemblent, unifiés. Il y a 4 symboles, 4 espèces que l'on agite pendant la fête de Sukkot dans cette cabane et qui représentent également les composantes du peuple juif. Et il y a également un dernier symbole, un symbole important, qui est le symbole de l'eau. On va prier demain dans les synagogues pour la pluie et en général c'est très émouvant. Il y a un phénomène dans les kibbutzim, puisque ce sont les résidus de la société agricole qui était le royaume d'Israël il y a 2000 ans et qui est resté d'une certaine manière aujourd'hui l'État d'Israël. Eh bien, c'est le représentant, le chef de la récolte qui est invité à prier pour la pluie, parce que la pluie est un besoin incontournable. Et donc il y a ici énormément de symboles et pas loin derrière moi, dans cette immense souka de la municipalité, se tiendra ce soir pour terminer cette fête de Sukkot, une veillée d'études uniquement en français avec plus de 600 personnes, dont de nombreux nouveaux immigrants. Vous savez qu'ils sont nombreux à arriver au cours des derniers mois. Ils seront là ce soir pour étudier, pour essayer de compléter cette joie de Sukkot par un apport intellectuel. Merci Daniel Haïk en direct donc de Jérusalem. On passe à l'actualité économique tout de suite. L'économie, c'est avec Lionel Friedfeld. Bonsoir, analyste financier. On va s'intéresser ce soir à un enjeu de taille, celui du pétrole, car le prix du pétrole fait l'objet de nombreuses tensions actuellement, Lionel. Alors effectivement, Jean-Charles, il vient de perdre 25% depuis le mois de juin. C'est énorme. Aujourd'hui, le Brent coté à Londres, $86. C'est un lot, un plus bas historique depuis 4 ans. Alors en fait, on n'est pas véritablement rentré dans une crise, un choc pétrolier. On s'en souvient en 1973, 1979, où les prix étaient passés de $35 à $10. Mais en fait, à l'époque, c'était notamment la consommation notamment des Américains et des Européens qui faisaient le marché. Mais les découvertes dans la mer du Nord, en fait, avaient fait plonger les prix. Aujourd'hui, c'est simplement que la zone asiatique qui tire la croissance mondiale, et notamment la Chine, depuis plus de 10 ans et plus de 10% de croissance par an. Aujourd'hui, la Chine, en fait, n'a plus besoin de ce pétrole, premièrement. Et deuxièmement, les Américains qui sont devenus une puissance énergétique avec ce qu'on appelle le shale gaz, le gaz de schiste, et en fait le pétrole de schiste remplace petit à petit en fait le pétrole. Et puis il y a aussi les enjeux géopolitiques avec ce qui se passe au Moyen-Orient, le pétrole qui fait l'objet aussi de convoitises, on le voit avec l'État islamique. Alors effectivement, enjeu géopolitique énorme, puisque l'Arabie Saoudite, un des premiers producteurs de pétrole, ne va pas refaire la même erreur qu'elle avait fait dans les années 80. Elle avait réduit de 2/3 sa production de pétrole, justement pour éviter que les cours descendent encore plus bas. Donc aujourd'hui, elle laisse filer. Aujourd'hui, le prix est à peu près $80-85. En 10 ans, effectivement, ce sera un rapport entre l'offre et la demande. Le Koweït, vraiment, accepte cette stratégie et en fait valide cette stratégie, mais d'autres pays, notamment les producteurs des pays de l'OPEP et notamment le Venezuela, eux souhaitent que les cours remontent, puisque notamment l'État islamique qui se sert des puits de pétrole notamment en Irak n'a aucun intérêt que les prix descendent au-dessous des $80, voire de la zone des $50, ce qui serait énorme. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, dossier donc éminemment sensible, analyste financier. On passe tout de suite à l'actualité culturelle.
Et on va parler cinéma avec l'un des temps forts de l'année en Israël. Il s'agit du festival du film de Haïfa, dans le nord du pays. Il se termine avec cette année en vedette le cinéma russe. Invité de marque, l'un des réalisateurs les plus en vue de ce cinéma. Il s'agit d'Andrei Zvyagintsev. Reportage signé Shahar Peled avec Léa Berdugo. La lutte d'un homme contre la corruption du pouvoir, c'est le thème central de Léviathan, l'un des films les plus fascinants de l'année. Pour le cinéaste russe Andrei Zvyagintsev, auteur de cette adaptation moderne du livre de Job, le film présente des thèmes universels, la corruption et le patriotisme. Dieu a confronté Job au diable en lui prenant petit à petit tout ce qu'il possédait. L'histoire de Nikolai dans le film ressemble beaucoup au récit biblique. Mais pour de nombreux spectateurs, il s'agirait en fait d'une attaque à l'encontre du président Vladimir Poutine. Effectivement, la politique de répression en Russie contre la critique artistique du régime a attiré les foudres de la communauté internationale ces dernières années. On se souvient notamment de l'arrestation des membres du groupe punk Pussy Riot, mais Zvyagintsev ne semble pas vouloir évoquer ces agressions dans son film. Je n'ai pas le souvenir d'un cas où un artiste ayant critiqué le régime soit tout d'un coup arrêté. Mais toujours est-il que l'intrigue principale du film tourne autour du combat d'un homme contre l'administration et la corruption. L'une des séquences du film met d'ailleurs en scène plusieurs hommes s'adonnant au tir, avec pour cible les photos d'anciens présidents russes. Pour Zvyagintsev, c'est là l'expression la plus pure de la liberté artistique. Je peux faire ce qui me paraît juste. Si j'avais tourné ici la scène de tir sur les portraits des anciens chefs d'État et qu'un membre du gouvernement avait censuré cela, j'aurais dû fuir le pays. Dans l'univers de l'art, tout est permis. Malgré une vive critique de la bureaucratie russe, le film a tout de même été en partie financé par le gouvernement. Zvyagintsev s'autorise malgré tout à un reproche plutôt discret. Une nouvelle loi interdisant les injures dans les films a en effet été proposée, mais c'est surtout une question d'éthique. Cela reste évidemment de la censure, une restriction de la liberté artistique. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus menaçant. En tête de liste de la sélection russe pour l'Oscar du meilleur film étranger et lauréat du prix du scénario au Festival de Cannes, Zvyagintsev est l'invité d'honneur du 30e Festival international du film de Haïfa. Le festival propose une rétrospective retraçant le parcours du cinéaste. C'est la première fois qu'une rétrospective présente mes 4 films. Il est peut-être temps de recevoir cet hommage. Personnellement, je m'attendais à ce que ça arrive plus tard dans ma carrière. Cela ne fait que 10 ans que j'exerce dans le cinéma. Mais c'était la décision des organisateurs du festival. Dénonciation de l'administration du Kremlin ou critique d'un système global, Léviathan est une œuvre audacieuse, considérée comme l'un des plus grands événements cinématographiques de l'année. Et l'actualité sportive, c'est tout de suite. Les sports, c'est avec Lise Barenbaum. Bonsoir. Bonsoir. On va parler football, Lise, les éliminatoires évidemment dans un instant, mais tout d'abord un résultat tout frais, tout chaud même on devrait dire, de match amical. Oui, les Bleus qui ont gagné 3-0 face à l'Arménie grâce à un but de Loïc Rémy en première période, puis sur une passe décisive de Gignac qui a été l'homme du match puisqu'il a marqué le deuxième but sur penalty à la 55e et il a été aussi à l'origine du troisième but de Griezmann à la 85e, encore une passe décisive. Même s'il a été sorti à la fin, remercié par Deschamps et remplacé par Benzema pour les dernières minutes. Donc Gignac continue sur sa belle lancée puisqu'avec l'OM, il a déjà marqué 9 buts en 9 matchs et c'est sa 5e réalisation en sélection nationale. Voilà donc pour ce match qui vient de se terminer. On va maintenant s'intéresser à un pays, une grande nation du football qui va très mal depuis la Coupe du Monde, ce sont les Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas, les Oranges ont vraiment plongé en Islande hier avec une défaite 2-0. Les 3e du dernier mondial s'étaient déjà inclinés en République tchèque 2-1 en ouverture des qualifications. Ils ont même souffert face au modeste Kazakhstan avant de s'imposer 3-1. Et là, pour la 3e fois, c'est la même chose. Les joueurs de Gus Hiddink se sont retrouvés menés au score très tôt, dès la 10e minute, à cause d'un penalty marqué par Sigurdsson. Donc les Pays-Bas sont 3e, à 6 unités du duo de tête. Et ce qui paraissait inimaginable il y a quelques semaines devient probable. Les Pays-Bas ne seront peut-être pas présents à l'Euro, puisqu'ils sont 3e et la 3e place est synonyme de barrage. Je vous propose d'écouter le capitaine de l'équipe, Robin van Persie, qui revient sur la prestation de son équipe. Nous savions à quoi nous attendre. Nous avons vu beaucoup de vidéos sur l'équipe d'Islande et nous savions qu'ils avaient bien joué lors des 2 derniers matchs et nous savions à quoi nous attendre. Mais l'Islande a très bien joué, bravo à eux.
Nous avons parfois été un peu négligents lorsque nous avions le ballon, et lorsqu'on perd la possession trop rapidement, ça se complique très vite. Gets more difficult every single time because if you lose the ball too easy, then it gets very difficult. Voilà donc pour Van Persie, évidemment, il n'est pas très content, on le serait à moi. Alors il faut parler un petit mot quand même de cette Islande étonnante. Oui, Islande complètement inattendue, qui conserve donc la tête du groupe aux côtés des Tchèques avec 9 points. Les Islandais n'ont toujours pas encaissé un seul but depuis le début de ces éliminatoires. Ils en ont marqué 8, c'est pas mal pour une petite île de 300 000 habitants. Ils ont battu la Turquie et la Lettonie 3-0. Et l'homme qui a éclipsé l'armada néerlandaise hier soir, c'est Gylfi Sigurdsson, auteur du doublé, puisque le match a été gagné 2-0. Il est milieu de terrain à Swansea et c'est lui qui guide les siens en tête du groupe A. Mais ce n'est pas un hasard l'émergence du football dans ce pays depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du développement des infrastructures par rapport au climat qui est très rude là-bas et puis de la formation des entraîneurs. D'ailleurs, le sélectionneur islandais Lars Lagerbäck, c'est un spécialiste de la qualification des équipes nationales dans les grandes compétitions. Il a beaucoup aidé le Nigeria et la Suède entre 2000 et 2010. Donc l'île des volcans est définitivement une équipe à suivre pour l'Euro 2016. Rapidement, on donne des nouvelles du pilote français Jules Bianchi. Oui, son père s'est exprimé dans une interview. Il a dit que la situation de son fils est désespérée, même si les médecins estiment que c'est déjà un miracle qu'il ait survécu à un accident aussi sérieux. Il lui souhaite un rétablissement comme Michael Schumacher, se réveiller de son coma, même après plusieurs mois. Voilà, état toujours critique, mais stationnaire. Merci beaucoup, Lise Barenbaum. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, suite du Grand Direct avec un débat consacré aux relations entre l'Europe et Israël à travers le dossier israélo-palestinien, évidemment, relations tumultueuses qui se sont assombries avec le vote hier du Parlement britannique et puis les propos du ministre français Laurent Fabius aujourd'hui. On en parle dans un instant, c'est le thème de notre débat. À tout de suite.